Où en sont exactement les échanges sur la paix entre les rebelles et le gouvernement? La question se pose toujours sans vraiment des réponses différentes pour le moment. Alors que la population vit des difficultés énormes, les différentes parties semblent camper sur leurs positions respectives. Roger Lumbala récuse ses avocats en France. À l'ouverture de son procès ce mercredi, le seigneur de guerre, reconverti en politicien, affirme que les juges n'ont pas qualité à l'entendre. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité dans le nord-est de la République démocratique du Congo entre 2002 et 2003. Un Congolais sur 4 souffre de la faim alors que paradoxalement le pays compte plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Ce 11 novembre, le monde célèbre la journée mondiale de l'alimentation. À Kinshasa, une manifestation a eu lieu à Maluku. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo est le théâtre d'un conflit complexe opposant l'État, des groupes armés locaux et des forces étrangères. Dans ce cadre, une médiation internationale menée notamment à Doha a visé à établir une paix durable entre l'État congolais et les groupes rebelles AFC M23 pour cette fois. Seulement, la question se pose, ces discussions peuvent-elles déjà être considérées comme un échec au regard des retards constatés ces derniers temps et des blocages? Jean-David Kilolo nous explique dans ce dossier de la rédaction. Les pourparlers de paix entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23, ouvert à Doha sous la médiation du Qatar, peinent à produire des résultats concrets, annoncés comme une étape décisive vers la fin des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces discussions semblent aujourd'hui marquées par le blocage. Selon plusieurs sources diplomatiques, les divergences portent notamment sur les retraits des forces du M23 des zones occupées, la libération des prisonniers des guerres et les garanties de sécurité pour les populations locales. Malgré les efforts des médiateurs, aucun accord final n'a été signé à la date prévue et les combats se poursuivent sur le terrain, accentuant le scepticisme autour du processus. Pour autant, certains observateurs refusent de parler d'un échec total. Le simple fait que les deux camps aient accepté de se retrouver autour d'une table reste un signe d'ouverture, confie un diplomate africain impliqué dans la médiation. En attendant une éventuelle relance du dialogue, le processus de Doha reste suspendu entre espoir et désillusion. Pour les populations de l'Est meurtries par des années de guerre, la paix attendue semble encore lointaine. Pour l'instant, les négociations de Doha entre Kinshasa et l'AFC ne sont pas un succès. Elles sont bloquées et l'accord final n'a pas vu le jour. Toutefois, cet état de blocage ne signifie pas qu'il n'existe aucune possibilité de relance. Le processus reste fragile mais vivant. Pour qu'il ne soit plus qualifiable d'échec, il faudra non seulement relancer les discussions, mais produire des premiers résultats concrets, même modestes. Et il serait prématuré de déclarer un échec total et irréversible. Le cadre existe, les médiateurs restent impliqués et le dialogue pourrait renaître si les conditions sont reformulées ou si des compromis sont trouvés. À ce sujet justement, prenant part dimanche dernier à un culte au ministère Soleil Couchant, Amen Tabernacle à Matongé pour le retour de la paix en République démocratique du Congo, la ministre honoraire en charge des affaires sociales, autrefois Nathalie Azissa Mounana, a, sur demande du pasteur Richard Kalonji ou à Moulumba et aux côtés du représentant de la communauté juive Yossi Ben, approché les drapeaux de la RDC et de l'Israël pour établir une alliance spirituelle. Avec l'arrivée ce mardi à Kinshasa du président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, la visionnaire de la fondation Calixte Mounana salue les fruits de la diplomatie du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La diplomatie agissante de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui nous avons les fruits. Il y a 40 ans, le dernier président de l'État d'Israël qui est venu au Congo, c'est le
père biologique du président actuel, son Excellence Isaac Herzog. Donc il a fallu 40 ans. C'est déjà un message. L'histoire nous enseigne le 11-11-1918 à 11h11, c'était la fin de la Première Guerre mondiale. Et qu'aujourd'hui, nous sommes le 11-11-2025. Il y a quelque chose qui vient se passer au Congo. C'est l'arrivée du président de l'État d'Israël, son Excellence Isaac Herzog. Et moi, je suis en direct à la télévision. Il a frôlé le sol congolais. C'est un message fort pour notre pays, pour notre nation. Et spirituellement, je pense que la paix vient de s'installer chez nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous voyez dans mon bureau de la Fondation Caris Munana, le drapeau d'Israël et le drapeau de mon pays, la République démocratique du Congo. C'est symbolique pour la journée d'aujourd'hui. Je suis de celles qui croient que Dieu ne nous abandonnera pas et que le Congo demain sera meilleur. Et les générations futures liront l'histoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa diplomatie agissante et comment il s'est impliqué depuis qu'il est à la magistrature suprême. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous remercions infiniment les efforts de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, nous célébrons la victoire avec l'État d'Israël. Bientôt, la cimenterie nationale va reprendre ses activités. C'est ce qui ressort de l'entretien entre son directeur national et celui du Fonds pour la promotion de l'industrie. Jean-David Kilolo était témoin de cet événement. Après plusieurs années d'arrêt, la SINAT renaîtra bientôt de ses cendres. Telle a été la volonté du président Félix Tshisekedi lors de sa promesse faite à la population de Kimpese pendant la campagne électorale de 2023. Le chef de l'État avait nommé un comité de gestion avec une mission claire, celle de relancer la production. C'est pourquoi le DG Ilani est à l'œuvre depuis 2 ans pour la renaissance de cette entreprise publique hautement stratégique. La relance des activités à Kimpese est la première priorité, mais la SINAT compte s'installer à Boma et à Katanda, au Kasaï oriental. Le DG du FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke, a demandé un business plan à la SINAT pour examiner tous les contours liés à la relance des activités de cette entreprise publique. Il a en outre insisté sur l'affectation judicieuse des crédits à décaisser pour obtenir les résultats escomptés. La SINAT étant aux arrêts depuis 2011, avait besoin d'un coup de pouce, avait besoin de gens, des entreprises, des financiers qui devaient intervenir pour la relance effective de cette unité de production. FPI faisant partie de ceux qui pouvaient facilement nous aider à relancer l'entreprise, raison pour laquelle nous sommes venus pour que cela soit fait entre Congolais, entre 2 entreprises, du portefeuille et de l'industrie. Sur le plan de l'industrie, du matériel, nous dépendons de notre tutelle industrie. Et sur le reste, c'est le portefeuille. La reprise de la production à Kimpese et les déploiements de la SINAT ailleurs auront un impact considérable sur la construction des infrastructures, des logements et sur l'économie. L'installation d'une cimenterie à Katanda apportera une solution au Grand Kasaï et au Maniema, 2 provinces où un sac de ciment coûte jusqu'à $50 pendant la saison des pluies à cause de l'enclavement, alors qu'il peut être vendu à 15 voire $7 en cas de production sur place. D'où l'intérêt pour le FPI de financer un marché bénéfique mais totalement. Oh là là-bas, la chef de l'exécutif provincial, Fissimasuka Saini, a reçu ce mardi dans la salle de conférence du gouvernorat une délégation du corps médical du Lualaba, venue lui remettre un mémorandum d'indignation suite au décès tragique du docteur Emmanuel Nawej de l'hôpital Mupanja. Profondément ému par cette perte, l'autorité provinciale a exprimé sa solidarité aux professionnels de la santé et a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à soutenir les enquêtes en cours afin que toute la lumière soit faite et que justice soit rendue. Des centaines de médecins, membres du syndicat national des médecins SINAMEDS et du conseil provincial des médecins du Lualaba,
ont pris d'assaut la salle des conférences du gouvernorat ce mardi 11 novembre. Ils sont venus déposer leur mémorandum auprès de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini à la suite du décès de leur collègue, le docteur Emmanuel Nawel de l'hôpital Mupanja, décès qui serait survenu dans la nuit du dimanche à lundi 10 novembre dans des circonstances non encore élucidées. Une nouvelle douloureuse qui a profondément affecté l'autorité provinciale. À sa demande, une minute de silence a été observée en mémoire de l'illustre disparu. Introduit par la ministre provinciale de la Santé, le docteur Kaïnda Kassela-Pichou, le président du conseil provincial des médecins du Lualaba a exprimé à la chef de l'exécutif provincial l'indignation de l'ensemble du corps médical, tout en sollicitant que justice soit faite afin d'établir la lumière sur l'origine de la mort tragique de leurs confrères. Excellence, Madame le gouverneur, nous, médecins du Lualaba, réunis à ce jour, nous sommes profondément indignés et bouleversés par le décès tragique du docteur Nawel Emmanuel. Venons à la présente vous adresser ce mémorandum au nom de la conscience médicale et de la dignité humaine. Le docteur Nawel Emmanuel était non seulement un collègue estimé, mais aussi un citoyen dévoué à la vie et à la santé de ses concitoyens. Sa disparition constitue une atteinte grave non seulement à la profession médicale, mais à la justice elle-même. Face à cette situation d'une extrême gravité, nous formulons des revendications suivantes. L'ouverture immédiate d'une enquête indépendante. Après avoir réceptionné leur mémorandum, c'est avec tristesse que la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini s'est adressée aux hommes en blouse blanche de sa province, à qui elle a réaffirmé l'implication de son gouvernement dans le processus d'enquête déjà enclenché à ce sujet. J'accepte que nous allons suivre ce que nous avons pu développer. Une partie de solution est en train de nous amener. Restez à l'écoute, nous allons vous appeler pour vérifier l'évolution des enquêtes et ensemble nous prendrons une décision. En tout cas, je vous dis merci et je vous demande de résister et de rentrer par le temps afin que nous puissions avoir le temps d'aller visiter sa famille. Que Dieu accueille son âme auprès de lui dans la joie et vous console sa famille ainsi que vous tous. Celui qui croit en Dieu a toujours la vie et l'amour. Je vous remercie pour le délai que vous nous avez lié et je tiens à vous confirmer, je vous répète que la justice sera faite pour votre collègue, pour le papa qui vivait et le grand frère qui vivait. Je vous remercie. Restons au Lualaba, où la pluie n'a pas freiné l'enthousiasme et la détermination du ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, lors de sa visite au centre de formation de l'INPP en construction à Kolwezi. Sur ce vaste site de plus de 2 hectares, 9 bâtiments prennent forme pour accueillir bientôt plus de 1000 jeunes apprenants journalièrement qui viendront de toute l'Afrique. En mission officielle à Kolwezi dans le Lualaba, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a, après un accueil exceptionnel reçu à l'aéroport et ensuite un chaleureux tête-à-tête avec la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, visité le gigantesque centre de formation en construction à Kolwezi pour l'INPP. Cette visite s'est déroulée en présence des membres du conseil d'administration de l'INPP, dont le directeur général Godefroy Chimanga, ainsi que du ministre provincial de l'Intérieur représentant la gouverneure et de celui de l'Emploi et du Travail. L'entrepreneur chinois chargé de l'exécution a présenté au ministre l'état d'avancement du projet, dont la livraison est prévue pour mars 2026. Ensuite, place à la visite proprement dite. Le site s'étend sur plus de 2 hectares avec 9 bâtiments majeurs érigés pour des salles de formation, laboratoires, dortoirs, ateliers techniques, bureaux entre autres. Malgré la pluie, le ministre Massamba a tenu à parcourir les installations afin de toucher du doigt la réalité des travaux. Face aux plusieurs préoccupations soulevées pour accélérer la finalisation et l'équipement du centre, le ministre Massamba a rassuré sur l'engagement du gouvernement. Nous avons de bonnes impressions par rapport à l'état d'avancement de ces travaux. D'abord, je remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, par rapport à cette vision. Et cette vision montre sa capacité de gestion.
Et c'est un centre qui sera compté parmi les premiers en Afrique centrale. D'ici fin mars, les travaux seront clôturés. Et on va entrer dans la phase d'équipement qui va nous prendre quelques 2-3 mois. Et enfin, on va inviter la haute autorité du pays pour l'inauguration. À terme, ce centre deviendra le plus grand d'Afrique centrale et pourra accueillir plus de 1000 apprenants par jour. Une véritable bouffée d'oxygène pour la jeunesse congolaise et étrangère qui bénéficieront enfin d'une formation de qualité et un nombre suffisant. Le 11 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée de l'alimentation en République démocratique du Congo. Une grande manifestation a eu lieu ce mardi à Maluku, une commune qui englobe 80% de la superficie de Kinshasa et qui constitue sa réserve agricole malgré l'activisme de la milice Mobondo. Constat amer, un Congolais sur 4 souffre de la faim alors que paradoxalement le pays compte plus de 80 millions d'hectares de terres arables. En République démocratique du Congo, près de 26 millions de personnes ont du mal à manger ne fût-ce qu'une fois par jour. Et pourtant, le pays compte pas moins de 100 millions d'hectares de terres arables. Un grand paradoxe. Placé sous le thème « Main dans la main pour les aliments et un avenir meilleur », la journée mondiale de l'alimentation, célébrée le 16 octobre de chaque année, a vécu finalement à Kinshasa, Maluku, ce mardi 11 novembre 2025, dans le but de bâtir un système alimentaire plus juste, plus sain, plus durable et capable de nourrir chaque Congolais. Pour les ministres d'État, ministres de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, l'heure n'est plus au discours. Des colloques, forums, ateliers, journées de réflexion ont été maintes fois organisées sans lendemain. Il est temps de passer aux actes concrets. Il nous a été dit ici qu'à la République démocratique du Congo, nous avons 26 millions de personnes. Chaque matin, quand ils se réveillent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger le soir. Pour ces gens-là, nous n'avons pas besoin de faire des discours. Pour ces gens-là, nous devons nous mettre ensemble, main dans la main, pour faire des actions. Pour faire en sorte que demain, ces Congolais-là aussi puissent avoir au moins la possibilité d'avoir l'espoir de se nourrir décemment. Des pistes, c'est notamment la mise en cohérence des initiatives et des projets de l'agriculture, la réorganisation du secteur de l'agriculture, la systématisation de l'appui aux exploitants agricoles, le financement des points proposés au Conseil des ministres. Moïno Zangi Boutombo a annoncé la création d'ici décembre d'un fonds national de développement de l'agriculture, le budget national ayant consacré 12% à l'agriculture. Avant de quitter Maluku, les agriculteurs locaux ont bénéficié du matériel aratoire, des intrants agricoles et des vivres pour les orphelins. Placée au cœur de l'action présidentielle, la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes marque une étape décisive dans la vision du président Félix Tshisekedi, faire de la jeunesse congolaise le moteur du développement en réunissant institutions, provinces et acteurs locaux. Cette initiative vise à transformer les discours en actions concrètes pour créer des emplois massifs, durables et porteurs d'espoir à travers tout le pays. L'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, deux piliers essentiels pour bâtir l'avenir du pays, sont désormais au cœur de l'action présidentielle. Chaque jour qui passe, le préparatif de la table ronde nationale avance à grands pas. Autour du comité préparatoire de la présidence de la République, la primature, les ministères sectoriels et les gouverneurs de province unissent leurs efforts pour une même cause, celle de donner aux jeunes Congolais le moyen de rêver, de créer et de réussir chez eux. Cette grande rencontre nationale vise à harmoniser toutes les initiatives existantes autour de la création d'emplois pour en faire une force collective au service de la jeunesse congolaise. Il ne s'agit plus seulement de parler d'emploi, mais il s'agit d'en créer également. Des emplois massifs, décents et durables, fondés sur la formation professionnelle, la valorisation du contenu local et le développement de talents à la base. De Kinshasa à Kisangani, de Bandaka à Lubumbashi, chaque province est appelée à mettre en avant ses potentialités, ses savoir-faire, ses ressources et ses jeunes porteurs d'idées. Car comme l'a dit le chef de l'État, toutes les grandes entreprises du monde ont commencé par une idée. Cette table ronde se veut donc un tournant historique pour transformer les discours en action, les promesses en projet et les rêves des jeunes en réalité concrète. Au sortir des consultations, gouverneurs et représentants de jeunes ont salué une initiative présidentielle salutaire et véritable bouffée d'oxygène pour toute une génération en quête d'opportunités. De cette initiative de la table ronde,
jour, nous avons été peut-être pour préparer ce grand forum de la cette sur l'emploi. Nous savons que le monde évolue avec les différents secteurs. Nous ne pouvons pas parler aujourd'hui Pour notre province, nous avons des secteurs importants qui peuvent créer ou faciliter la création des milliers ou des millions d'emplois. C'est le secteur minier et le secteur agricole. Alors pour le secteur minier, nos attentes, c'est la réalisation des études de faisabilité sur les réserves minières de la province. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réaffirme ainsi à travers l'organisation de cette table ronde sa vision de faire de la jeunesse congolaise le moteur du développement national, une jeunesse qui crée, qui innove et qui va bâtir le Congo de demain. Paye du mois d'octobre 2025. Des mécanisations non validées par le gouvernement auraient coûté au trésor public le montant de 11 milliards de francs congolais par mois, soit près de 5 millions de dollars, représentant pour le trimestre un risque d'environ 16 millions de dollars américains à cause des ajouts. C'est ce qui a été à la base de retard constaté chez les fonctionnaires. Tout est mis en œuvre pour résoudre la situation. S'agissant de l'état liquidatif du quatrième et dernier trimestre de l'année 2025, plusieurs sources confirment qu'il a été transmis au ministère des Finances autour du 25 octobre, soit avec plus de 15 jours de retard sur le calendrier initial. Ces documents contenaient des ajouts non validés ni par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ni par le vice-premier ministre, ministre du budget, ni encore moins par le ministre des Finances. Des personnes mal intentionnées auraient profité de la décision du gouvernement d'ouvrir la possibilité d'ajuster les salaires des fonctionnaires conformément aux accords de Bibois pour insérer des mécanisations non autorisées. Le montant concerné avoisinait 11 milliards de francs congolais par mois, soit près de 5,5 millions de dollars, représentant pour le trimestre un risque d'environ 15 à 16 millions de dollars pour les trésors publics. Pour faire échec à cette manœuvre, le ministre des Finances Doudou Famba Likonde Libotaï a instruit le retraitement complet de l'état liquidatif afin d'en extirper les non autorisés et d'éviter toute dérive. Cette décision a été approuvée par le membre du gouvernement concerné sous la supervision de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. L'enveloppe ajustée de l'état liquidatif n'a donc été retransmise au ministère des Finances qu'après 30 octobre 2025. Dès la transmission des listings des payes rectifiés, le ministère des Finances a immédiatement mis à la disposition des banques les enveloppes des rémunérations correspondant aux différentes catégories des fonctionnaires. Le processus de paye a débuté le 4 novembre 2025 et se poursuit progressivement à travers tous les pays conformément au circuit habituel de décaissement et aux instructions de transparence et de rigueur prônées par le gouvernement. Depuis le 1er juillet 2025, un nouveau système de facturation s'appliquera en République démocratique du Congo et sachez que la délivrance de la facture normalisée devient obligatoire aux assujettis à la TVA à partir de ce 1er décembre 2025. Dans ce communiqué, le ministère des Finances, au travers de la Direction générale des impôts, annonce que l'utilisation de la facture normalisée sera obligatoire à partir du 1er décembre 2025 pour tous les assujettis à la TVA sur l'ensemble du territoire national. Les entreprises concernées doivent se conformer à cette exigence. La DGI précise que les charges relatives à l'IBP ne pourront être déductibles qu'avec une facture normalisée. Les sociétés n'ayant pas de système de facturation sont encouragées à utiliser une unité de facturation ou les IUF gratuits disponibles sur le site idef.dgirdc.cd. Celles qui possèdent un système de facturation électronique doivent impérativement le faire homologuer auprès de la DGI avant la date limite du 1er décembre. En outre, le ministère des Finances informe toutes les entreprises assujetties à la TVA que la DGI met en place des webinaires gratuits du 10 novembre au 19 décembre pour aider les entreprises à se conformer à cette nouvelle réglementation.
En ce jour de travail à Kisangani, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a présidé la retraite du Conseil de la Banque consacrée à l'élaboration du prochain plan stratégique, une mission marquée aussi par la visite de la direction provinciale de la BCC et un moment de recueillement au mémorial de la guerre de 6 jours. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a séjourné à Kisangani du 7 au 11 novembre. Un déplacement marqué par 3 temps forts, la retraite stratégique du Conseil de la Banque, une visite à la direction provinciale de la BCC et un moment de recueillement au mémorial de la ville. Durant cette retraite, les membres du Conseil ont posé les bases du plan stratégique de Kisangani, un document qui redéfinira la vision, les priorités et la gouvernance de la Banque centrale. Ce plan intègre un audit interne, des sondages auprès du personnel et la contribution d'experts nationaux et internationaux. En marge des travaux, le gouverneur Ouamesso a visité la direction provinciale de la BCC 11 ans après le passage d'un précédent gouverneur. Il a rassuré le personnel sur la réhabilitation du bâtiment, le renforcement des effectifs et l'acquisition des nouveaux équipements. Un geste symbolique a marqué cette visite, à savoir la plantation d'un cocotier, symbole de résilience et d'adaptation à l'image de la politique monétaire nationale. Enfin, le gouverneur s'est recueilli au mémorial de Kisangani en hommage aux victimes de la guerre de 6 jours. Un acte de mémoire et de respect rappelant que la stabilité économique s'enracine aussi dans la stabilité sociale. Le séjour d'André Ouamesso à Kisangani aura donc été un moment fort pour la Banque centrale du Congo, déterminée à moderniser son action et à renforcer la confiance dans le franc congolais. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social félicite le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership éclairé et exemplaire au sommet de l'État, lequel, en toutes circonstances, veille à l'équilibre ainsi qu'à la stabilité des institutions de la République démocratique du Congo. Le RCT-CPS apporte son soutien indéfectible à l'honorable Boji Sangara Aimé, candidat au poste du président de l'Assemblée nationale, et l'honorable Moutita Kalonga Clotilde comme rapporteur adjointe. Boji Sangara Aimé est un homme qui sonne vrai et juste, un homme de compromis sans compromission, un homme de conviction, capable de tenir le perchoir de l'Assemblée nationale avec perspicacité et sagesse. Pour avoir fait ses preuves dans les différentes fonctions politiques qu'il a occupées, l'honorable Boji Sangara Aimé reste un homme équilibré et mesuré. Il en est de même l'honorable Moutita Kalonga Clotilde, qui a prouvé sa capacité intellectuelle et sa sociabilité. Elle est une femme connue pour sa simplicité, son courage et sa persévérance. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social félicite le bureau de l'Assemblée nationale pour avoir sélectionné ce duo gagnant qui va apporter l'équilibre et le bon sens dans les débats et concilier les points de vue. Les RCT-CPS, on appelle à notre représentation nationale à ne pas se tromper et à faire les bons choix. Celui du compromis, de la réussite et du progrès. Plus de 20 ans après les faits, l'ex-chef de guerre congolais Roger Lumbala est jugé à Paris à partir de ce mercredi pour complicité de crimes contre l'humanité dans le nord-est du pays entre 2002 et 2003. Roger Lumbala récuse ses avocats et refuse d'être présent lors de la suite de son procès. Il considère que la France est non compétente pour le juger et la procédure inéquitable. Le procès doit se terminer le 19 décembre.
Ce mercredi 12 novembre 2025 s'ouvre devant la cour d'assises de Paris l'audience du procès de Roger Lumbala Chitenga, ancien chef rebelle et ex-ministre en République démocratique du Congo. Cet événement judiciaire est présenté comme historique. Il marque une des rares fois où un ressortissant congolais est jugé en France pour des crimes présumés commis en République démocratique du Congo sur la base de la compétence universelle. Pour rappel, Roger Lumbala avait dirigé le mouvement armé Rassemblement congolais pour la démocratie nationale dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Ituri, au Tuélé, lors de la période trouble de la deuxième guerre en République démocratique du Congo en 1998-2003. Le chef d'accusation retenu contre lui sont notamment complicité des crimes contre l'humanité. Il est accusé d'avoir donné des ordres, d'avoir fourni un soutien logistique et matériel, participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation des crimes contre l'humanité. Il aurait organisé avec d'autres acteurs, notamment Jean-Pierre Bemba et ce mouvement, la mise en œuvre de l'opération dite effacer les tableaux, visant à reprendre des territoires et contrôler les ressources avec des exactions graves envers les populations civiles. Les faits allégués se seraient déroulés dans les zones des Bafouassende, Isiro et Mambasa, en Ituri. Et dans la province orientale, les crimes évoqués incluent l'exécution sommaire, torture, viol, pillage, pour ne citer que cela. De nombreuses organisations non gouvernementales des défenses des droits humains saluent l'ouverture de ce procès comme un moment attendu depuis plus de 20 ans. Et ceci serait un signal fort contre l'impunité. Avec ces procès, la justice française envoie un message fort selon lequel les crimes les plus graves ne restent pas impunis, même des décennies après les faits. Ce projet revêt plusieurs enjeux. D'abord, la question de la compétence universelle et la souveraineté de la République démocratique du Congo. La défense de Roger Lumbala conteste la légitimité de la procédure française, évoquant une violation de la souveraineté de la RDC et un détournement de la compétence universelle. En effet, la RDC aurait demandé à plusieurs reprises l'extradition de Roger Lumbala, sans réponse de la France. La défense soulève que l'enquête est tardive, que les juges sont éloignés du terrain et qu'aucun enquêteur français ne se serait rendu en République démocratique du Congo. Alors que la violence armée perdure dans l'est de la RDC, ce procès intervient dans un contexte où la justice est perçue comme un outil de paix et de réparation. L'ouverture du procès de Roger Lumbala est un moment clé pour la justice internationale, mais aussi un défi considérable. Les dossiers illustrent à la fois l'ambition de juger des crimes d'une gravité extrême des décennies après leur commission et les obstacles juridiques, logistiques, diplomatiques qui se dressent sur ce chemin. Le verdict attendu en décembre 2025 ne marquera pas seulement la fin d'un procès, mais pourra inaugurer une nouvelle dynamique pour la reconnaissance des victimes, pour la lutte contre l'impunité et pour les rôles de la justice internationale dans les conflits africains. Le nouveau leadership de l'inspection générale des finances entend moderniser ses méthodes de travail basées sur l'approche risque dans le contrôle des finances publiques. Pour ce faire, une séance de travail est actuellement en cours au Congo central sous la direction du chef des services de l'IGF, Christophe Bitasimoa. L'inspection générale de finances se lance sur un nouveau repositionnement de la gouvernance financière publique moderne en RDC. La maîtrise des flux financiers en dépenses comme en recettes fiscales et non fiscales au niveau central ainsi qu'en province et d'autres entités territoriales décentralisées se trouve au centre des préoccupations de l'inspection générale de finances. Des analyses profondes sur le mode de contrôle, sur la qualité des résultats et leur usage constituent la racine mère des projections futuristes de l'IGF. Le nouveau leadership de l'IGF entend moderniser ses méthodes de travail basées sur l'approche risque dans les contrôles des finances publiques et la planification des activités à court, moyen et long terme. Voilà qui justifie des réformes économiques et financières engagées par la direction de ces services des contrôles des finances et des biens de l'État en République démocratique du Congo.
Depuis son arrivée à la tête de l'IGF, Christophe Bitassi-Mwabayi et son adjoint Emmanuel Tshibingu-Senga ont initié l'élaboration d'un plan stratégique de l'IGF pour l'horizon 2026-2028. La finalisation de cet outil de travail a nécessité le déplacement d'une forte équipe de l'IGF pour une retraite d'élaboration de ce plan triennal de travail dans le Congo central du 2 au 9 novembre. Le patron de l'IGF a fait personnellement le déplacement du Congo central pour s'assurer de la qualité des solutions envisagées aux problèmes de gouvernance financière. Nous inscrivons maintenant l'IGF dans une perspective futuriste. Nous planifions sur une longue durée nos activités. Nous voulons positionner l'inspection générale stratégiquement dans les institutions de la République comme un organe d'intelligence, un organe de transformation de la gouvernance financière publique en RDC. Bien avant la clôture de cette retraite professionnelle, le coordonnateur des brigades, l'inspecteur général Hermani Eleza, qui a supervisé les travaux, avait procédé à la présentation du rapport détaillé à l'intention du chef de service. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Où en sont exactement les échanges sur la paix entre les rebelles et le gouvernement? La question se pose toujours sans vraiment de réponse différente pour le moment, alors que la population, elle, vit des difficultés énormes. Les différentes parties semblent camper sur leur position. Roger Lumbala récuse ses avocats en France. À l'ouverture de son procès ce mercredi, les seigneurs de guerre reconvertis en politiciens affirment que les juges n'ont pas qualité de l'entendre. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité dans le nord-est de la RDC pour des faits commis entre 2002 et 2003. Un Congolais sur 4 souffre de la faim, alors que paradoxalement le pays compte plus de 80 millions de d'hectares des terres arables. Ce 11 novembre, le monde a célébré la journée mondiale de l'alimentation. À Kinshasa, une manifestation a eu lieu à Maluku. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.